La France est le premier investisseur dans les startups au monde, massivement pour financer de la merde. Toi, par exemple, Darkemy, qui est quand même très affiché et connu comme ayant fait un petit peu d'argent en crypto. Tu veux vraiment me mettre dans la sauce, mon gars? Est-ce que éthiquement, c'est normal d'avoir un Ross Ulbricht, figure de Bitcoin? Est-ce qu'on a un problème avec la sécurité en France ou c'est dans le monde entier? Benjamin, je vais pas être d'accord avec tes questions. Est-ce que vous vous dites, putain, faut que je fasse attention? Si c'est le cas, juste levez la main. Est-ce que la France va dans le mur? Eh les gars, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est la merde et c'est négatif? Non. Il y a des acteurs aujourd'hui qui sont sur liste noire, qui ont pour moi une infrastructure technique plus solide que des acteurs qui sont... Bien sûr, au milieu du désert à 5000 km, c'est là que se passe le futur de l'entrepreneuriat français. Il y a un truc qui va pas du tout, quoi. Sur 2024, la compliance, ça coûte combien, Améria? CryptoDrink, c'est un peu le RMC de la crypto du coup. Franchement, moi je trouve que le dark web pour la drogue, c'est top. On voit pas s'il y a beaucoup de monde dans la salle. On voit... Ah oui. Faites un peu de bruit là, faites un peu de bruit pour... Ok, c'est bon, il y a du monde. On va expliquer les règles avant de présenter les gens. Oui, de toute façon, Amy, on le connaît. T'es un très bon client d'ailleurs du format, Amy. Merci, tout ça pour dire que je suis un alcoolique. Merci mec, ça fait plaisir. Il y a un mème de toi qui est sorti, que tout le monde réutilise avec les bouteilles de champagne, etc. Ah oui, il est cool celui-là, il est cool. Là, on va pas te demander de te lever, on va te les amener, les bouteilles de champagne, quand ce sera le moment. Pour la première fois, il y a du public, et en plus, ils sont nombreux ce soir. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, le public, c'est que vous allez pouvoir participer. On va très souvent vous faire lever la main pour participer, savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça. Sachez qu'il y a un micro volant qui se balade. Levez la main et on vous passe un micro. On va avoir un premier sujet, messieurs, qu'on a préparé. Mais avant ça, on a l'habitude de commencer avec un shot. On n'a pas de shot, donc on va tous commencer avec une bière. Let's go. C'est moi qui vais vous l'amener. Dans le public, vous trinquez avec nous, bien sûr. Donc santé à tous. Vous une belle année 2025. C'est magnifique. Ah oui, une belle année 2025. Santé, bonheur et réussite à tout le monde et un beau bull run. Une alt season pour certains. Je trinque à tous ceux qui ont du L-ronde dans la salle. On commence déjà par les sujets qui fâchent ou... Vas-y mon frérot, vas-y. T'as lâché une vidéo il y a quelques jours, Amy, sur YouTube. Tu peux nous en parler un peu plus parce qu'il se trouve qu'il y a quelqu'un ici qui est investisseur de ce projet, qui a le micro là au moment où on parle et qui fait partie de la class action. Alors tu parles de... Moi, je me suis réveillé un matin... J'ai eu un audio sur mon ordinateur. Je sais pas d'où il vient, je sais pas de quelle boîte il est, je ne connais rien de cette société. Non, en vrai, sérieusement, sur l'audio que j'ai sorti, qui a priori est un audio de Summit, je maîtrise pas du tout le dossier et j'ai pas vraiment d'opinion, tu vois, en toute honnêteté. De quoi il parlait l'audio? Tu veux vraiment me mettre dans la sauce, mon gars? T'as parlé de GLD, minute 1, bien sûr qu'on va te mettre dans la sauce. Il semblerait que l'audio, ça parle du fait que des fonds qui auraient été levés je dis je ne sais pas, c'est pas des informations confirmées, que une partie des fonds qui auraient été levés auraient été investis dans des projets crypto, notamment Elrond, au lieu d'avoir été uniquement investis dans l'objet social, on va dire, de l'entreprise. Bon, et après l'audio, il est un peu cocasse parce qu'effectivement, ça part dans toutes les directions. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'opinion sur le dossier parce qu'en dehors de l'audio, j'ai pas vraiment... c'est pas un truc que j'ai étudié et voilà. Mais allez-y, donnez-moi votre avis. On se rappelle, t'étais en train de jouer aux échecs pendant l'audio, Emile. Ouais, mais parce que l'audio, les gars, moi, si vous voulez, j'ai déjà écouté 20 fois. Alors, je peux vous faire comme les mecs sur YouTube, genre, tu vois, mais non, c'est bon, l'audio, je l'ai écouté 20 fois. Voilà, j'aurais pu aller dans mon frigo, prendre une bouteille, non... Voilà, bon, j'ai lancé une partie d'échecs. Voilà, c'était l'inspiration du moment. Romain, tu as investi dans Summit. Tu fais partie de la class action aujourd'hui? Alors non, pas encore officiellement. Je suis les discussions. Tu es en discussion, autant pour moi. Je suis les discussions, il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Qu'est-ce que vous leur reprochez aujourd'hui? Alors, je sais pas encore. Mais là, du coup, je vais mettre des pincettes quand même. À part qu'il y a 1000 € de liquidité quand le token il est sorti. Mais... voilà. Donc, le cas, c'est quoi? C'est une société, Summit Mining, qui avait plusieurs activités. Moi, j'étais d'ailleurs plutôt un investisseur de mining au départ, et puis qui avait fait une ICO pour lever des fonds pour un projet. Bon, c'est pas l'argent que j'ai mis dans l'ICO qui est un sujet. Des projets qui se plantent, il y en a plein, et c'est pas grave. Quand on investit, on sait qu'on peut perdre sa thune, donc ça, c'est pas le problème. C'est très risqué, voilà. C'est la base, bien sûr. Après, effectivement, des choses qui ont été dites publiquement et qui sont sortis, notamment l'audio que Amy a partagé, font dire qu'il y a peut-être à les regarder. Aujourd'hui, donc Cryptoxer, il y a eu beaucoup de débats, on a parlé de régulation qui est très emmerdante en Europe pour plein d'acteurs. Elle a quand même un mérite, c'est que quand il y a de la mauvaise gestion, il faut que les investisseurs puissent se retourner. Et donc si c'est juste un projet qui se plante, c'est la vie. Si par contre il y a des choses qui tombent dans le cadre de la loi, il faut aller regarder. Il semble qu'il y ait de la matière, mais c'est les avocats qui diront, et donc on va regarder. Mais si jamais il y a une class action et que ça avance,
t'y vas. Enfin, tu rentres dedans. Si tu veux éviter le bullshit ou les buzzwords comme class action, c'est trop simple à dire. C'est une class action basée sur quoi? Est-ce que c'est juste que des gens veulent des responsables pour récupérer de l'argent, ce qui est légitime? Mais dans ce cas-là, c'est pas mon combat, tu vois, j'ai accepté le risque. C'est surtout, est-ce qu'il y a des éléments qui laissent penser qu'il peut y avoir dol, mensonge, mauvaise utilisation, des choses délictuelles qui entachent du coup l'écosystème. Et là, je peux y aller par principe. Parce que c'est pas... si on se bouffe de la régulation et que dans nos différentes sociétés, alors passées pour moi, mais actuelles pour d'autres, on se fait chier à essayer de faire au mieux, c'est pas pour aller ensuite se faire entacher de choses délictuelles en France. Pardon de vous couper les gars, mais en fait, vous êtes qui tous les deux? C'est vrai que j'ai tapé les présentations. En vrai, Romain, je te laisse te présenter. Alors, Romain, promo crypto 2017, arrivé à l'été 2017, évidemment après les vraies vagues. Et j'ai fait d'un hobby et une passion un vrai métier à temps plein à partir de septembre 2020, en étant 4 ans chez CoinHouse, en tant que directeur des opérations. Oui, on s'est déjà vu. Mais on était dans des contextes où on avait plus qu'une affiliable. Désolé. Et donc chez CoinHouse en tant que directeur des ops, donc l'équivalent du rôle de Thibaut chez Meria, et donc à gérer effectivement la régulation appliquée à des équipes commerciales, de vente ou de marketing, que j'ai quitté il y a 1 an. Et aujourd'hui, je suis plus chez CoinHouse et je fais un peu mon pot de départ à CryptoXer, puisque je vais faire une petite pause d'1 an de l'écosystème et je reviens en 2026. Tu vas faire un petit tour du monde, quoi. Bah, sinon, je serais pas un vrai bobo parisien, tu vois. Avec ta femme ou On part à 2, ouais. Et ensuite, tu as des choses à nous partager sur les tours du monde en solo? Non, moi je peux plus, j'ai des enfants. Et on en profite. Félicitations, Amy, tu viens de te marier. Merci. Il y a moins d'1 mois. Si vous pouvez faire les you-you dans la salle, non, je sais pas. Merci. Alors en Algérie, il paraît que quand tu fais ça, t'es une gonzesse si t'es un homme et que tu fais ça. Mais je sais pas, faut demander aux vrais Algériens de la salle. C'est pas moi qui l'ai fait. Tu veux te présenter rapidement, Amy, parce que ouais, y a quand même des gens qui commentent. Je suis dans les ici. cryptos depuis 2011. À l'époque, j'avais lancé un exchange qui s'appelait Master Exchange, une boîte BTC Oracle. Après, j'ai cofondé Blockchain Partner. Et 6 mois plus tard, je les ai abandonnés parce que j'ai pris ma retraite en Andorre. Et depuis, je fais plus grand chose. Donc, j'aime bien dire que je suis influenceur bénévole. Voilà. Et t'arrêtes des carrières, non? Oui, alors ça, c'était en vrai. J'avais pris ça parce que je kiffais Booba, tu vois. C'était la petite référence à Booba. Et en fait, j'avais allumé personne quand j'avais mis ça. C'est un peu un hasard que je me suis trouvé à le faire. J'avais juste mis parce que je trouvais rigolo. Et bon, c'est un peu un hasard. Thibaut? Eh ben, Thibaut, moi je suis dans les cryptos depuis 2016, impliqué à fond depuis 2017 avec la création de Just Mining à l'époque, qui est maintenant Meria, avec mes 2 associés qui sont encore mes actuels associés, Owen, que vous connaissez très certainement, et un autre personnage, Laurent Gradiani, que vous connaissez certainement pas, puisqu'il sort jamais de sa tanière. Et moi, donc Benjamin Cohen, CEO du Crypto Daily. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est un média sur l'actualité crypto, on fait des newsletters, toute l'actualité gratuitement en 2 minutes chaque matin sur votre mail. Et on a plein d'autres choses, on fait des vidéos, et notamment des crypto drinks que Romain ne connaissait pas. Romain est venu me voir totalement. Très honnêtement, Ben, je t'adore, j'ai jamais vu un crypto drink, donc je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Ce à quoi tu as répondu, ça tombe bien, tu vas poser tes fesses dans le canapé et tu vas répondre à des questions. On va commencer avec les réels sujets. Alors Summit, on en a parlé rapidement. Est-ce que parmi vous, il y avait des gens qui ont investi dans Summit, dans l'ICO de Summit? Levez les mains. J'en vois 2, miskin. Vous voulez venir dire un mot sur comment vous vous sentez aujourd'hui? Bonsoir tout le monde. Salut, comment tu t'appelles? Alexandre. Salut Alex. Salut. Raconte-nous un peu ton histoire chez Summit ou avec Summit. Ça a été une histoire courte, on va dire. Non, on a été mis en relation avec Summit par une personne avec qui on a travaillé à un moment. Vous avez investi dans l'ICO? Ouais, tout à fait. Okay. Tu t'es mis bien ou pas dans l'ICO? Très bien, ouais. Donc non, en vrai, très sincèrement, j'ai pas forcément grand-chose à dire, à part qu'effectivement, il y a une déception. Et comme ça a été dit, bah, si effectivement il y a une mauvaise gestion et des erreurs graves qui ont été faites en interne, bah, il faut que ça aille plus loin. Il faut que ça aille plus loin. Okay, voilà. Bon, de toute façon, on va voir. Là, ça vient de sortir, c'est tout récent. C'est en train d'être fait. Il y a des dossiers qui sont en train d'être montés. Donc ça, c'est un sujet qui reviendra un peu plus tard sur le point. Moi, je tiens à dire à Summit que je suis pour rien. Hein. Moi, j'ai juste partagé l'audio, les gars. Voilà, moi, je suis tranquille. T'es sûr que c'était pas une IA, déjà, l'audio? Peut-être. Je sais pas. Bon, en tout cas, les amis, on va parler des premiers sujets. Et j'ai un sujet qui fâche. Et il y a une communauté de bitcoiners qui risque de m'attraper à la sortie, si jamais, quand ça va sortir. On a eu donc Donald Trump
qui a été élu très récemment, qui a pris ses fonctions. On a eu énormément de grâces présidentielles qui ont été annoncées, dont une qui concerne particulièrement la crypto. Vous savez de qui je parle, de Ross Ulbricht, le créateur de Silk Road. Ulrich, non? Il est sorti de prison, il a été un peu téléporté en figure de proue de Bitcoin, il a été élevé un peu au rang de star. Je vous rappelle pourquoi est-ce qu'il a plongé et qu'est-ce qu'était Silk Road à l'époque quand il l'a fondé. Silk Road était une place de marché de pair à pair où on pouvait acheter et vendre de tout. Qu'est-ce qui s'y vendait énormément? De la drogue, des armes, des tueurs à gages. Bah non, ça c'est bullshit, hein, je te coupe direct. Okay. Quand il a monté Silk Road, il y avait uniquement de la vente de drogue parce qu'il le marquait de partout, qu'il respectait le principe libertarien, qu'il vendait des choses qui ne pouvaient pas nuire à autrui. Donc les tueurs à gages, non, de toute façon les tueurs à gages sur le dark web, c'est toujours du bullshit. Hein. Essayez pas de me tuer avec le dark web, vous allez juste vous faire scammer. Hein. T'as dit les drogues ne nuisent pas à autrui? Alors oui, mais c'est volontaire, tu vois ce que je veux dire. Si tu te fais du mal volontairement, tu vois là je suis en train de boire. C'est mauvais, peut-être je vais en mourir, mais je le fais volontairement, tu vois. J'ai pas été. Donc quand on te tire une balle dans la tête pour te tuer. Quand on te tire une balle dans la tête pour te tuer, c'est pas volontaire en général. Et les armes, c'était du bullshit, les armes en vente sur. Alors je crois qu'il y en a eu après, mais initialement il y en a pas eu. Je reprends juste tes propos d'un point de vue factuel. Il y en a eu. À la période où Ross était. À la après il y en a eu, je crois. Au début il y en avait pas. Je pense qu'après ces principes ils se sont affinés. Tu sais comment c'est. On part avec plein de principes. Après on a de l'argent, tu vois, ça évolue avec le temps. Ouais, bah, quand tu prends une commission sur tout et que tu te fais des centaines de milliers de bitcoins, tu fermes les yeux. La question que j'ai, c'est aujourd'hui, il a été élevé, on le voit sur les réseaux, etc., comme une figure de Bitcoin et avec Silk Road aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Moi, je vais vous donner mon take directement. Pas du tout. Mais pas du tout, en fait. Le gars, à cause de lui, il y a des gens qui sont morts. Alors, c'est pas lui qui vendait les armes, c'est pas lui qui les achetait, mais c'est lui qui permettait le libre-échange des armes. Et il savait qu'il y avait des armes sur la plateforme. Il le laissait faire. Alors, est-ce que le fait d'être libertarien, et je te pose à toi cette question, Amy, parce que tu es libertarien, est-ce que ça excuse tout? Si on se tape une très mauvaise image de Bitcoin, trafic, etc., est-ce que c'est pas aussi en rapport avec Silk Road? Alors oui, bien sûr que c'est notamment en rapport avec Silk Road, mais déjà je dirais c'est de la triche. Parce que moi je savais pas que ça allait être dans le dossier, donc toi t'as bossé, moi j'arrive à jeun, donc c'est un peu de la triche, tu vois. Je peux pas aller checker sur Wikipédia. Tu veux du champagne? Non mais en vrai, oui, moi je suis relativement d'accord avec tout ce qu'il a fait. Bien sûr, il a été aussi... relativement d'accord? Bah franchement, moi je trouve que le dark web pour la drogue, c'est top. Voilà. Je le dis. Alors attention, c'est vachement optimisé, l'expérience client est bonne, nickel. Je suis désolé. Ok, mettons que tu veux prendre du LSD. Tu vas quoi? Tu vas aller dans un quartier, dire les gars, est-ce que vous avez du LSD, machin. Tu vas te faire scammer, il y a des arnaques tout le temps. Le trafic de drogue, ça fait que ça crée de la criminalité dans le sens où les mecs... Bah, en fait, imagine deux points de deal, ils ont un différent commercial. Ils peuvent pas aller devant monsieur maître je sais pas quoi pour régler leurs différentes commerciales. Donc ils sont obligés de se canarder. Tu vois, donc ça crée tout un univers de violence, tout un chiffre d'affaires de la criminalité, plein de problèmes. Et pour les clients aussi, c'est moins bien. Et là, on il fait de l'argent avec ça en plus. C'est bénéfique. Je veux dire, si tu veux prendre de l'héroïne, tu peux aller dans les rues d'Auxerre et en trouver, je suis sûr. Mais t'as pas envie, t'en prends pas. Le fait que ce soit accessible sur Silk Road pour que t'en commandes, ça fait pas plus que tu vas en commander. Si t'avais envie d'en commander à la base, tu vas en trouver, tu vois. Mais moi, je suis pour. Voilà, je suis pour que la drogue soit en vente libre. Attention, je suis pas pour qu'à la sortie des lycées, il y ait des mecs qui distribuent des pochettes. Tiens, teste ton héroïne. Tu vois, ça pourrait être vachement encadré, contrôlé, machin. Mais dans l'absolu, je suis pas contre. Bien sûr, évidemment. On rappelle que Silk Road, il n'y avait pas que des drogues, malheureusement. Quoi? Il n'y avait pas que de la drogue sur Silk Road. Ouais, il y avait des armes en général. Après, alors oui, c'est safe d'acheter des armes sur Internet. Au moins, tu risques pas de t'en prendre une balle. Mais en général, l'arme, après, tu. J'ai pas d'opinion. Après, il y a des mecs qui ont fait des armes imprimables et tout. C'est sûr que les armes, je suis moins. Tu vois, c'est plus discutable. Mais en tout cas, pour la drogue, je vois. Moi, je suis désolé, mais un mec qui a un bureau de tabac, il est responsable de plus de morts que les gérants de Silk Road au final. Mais il va pas faire perpétuité. Il fait son business, il vend des clopes, il vend de l'alcool. Bah c'est vrai. T'as déjà calculé combien de clopes ça vend un bureau de tabac? Combien ça fait de morts? J'ai déjà essayé de calculer combien ça rapportait à l'État. Combien de morts? Non, on l'a pas. Mais après, je dirais pas que c'est un héros. C'est un mec qui faisait aussi pour la thune, tu vois. Je dirais pas dire que c'est un héros, tu vois. Voilà, je dirais ça comme ça. Est-ce qu'avoir Ross avec des kraken qui font des posts, enfin des acteurs énormes de l'écosystème qui disent welcome back, etc. Est-ce que Ross Ulbricht est une figure du Bitcoin, oui ou non? Alors quand tu poses la question comme ça, attention, tu dévoiles le débat. Et d'ailleurs, l'échange que vous avez eu avant, vous avez aussi dévoilé le débat. C'était pas Ross Ulbricht, c'était est-ce que la drogue ou certaines drogues devraient être légales, est-ce que le marché devrait être réglementé ou pas. Mais c'est pas ça le débat. Moi, ce que je trouve absolument complètement con, c'est de starifier des mecs.
ou des nanas, mais généralement c'est plutôt des mecs, en disant ce sont des figures de Bitcoin, ils représentent Bitcoin. C'est l'antithèse par essence des jeux de Satoshi. C'est juste de la starification. Donc il y a des groupies qui ont dit Ross, c'est un mec cool, et pour tout un tas de raisons. Et quand tu as des plateformes ou des patrons de plateformes qui le disent, putain, ça aide pas, quoi. Ça aide vraiment pas. J'ai vu le post de Kraken, j'ai pété mon crâne. Ouais, pour le coup, le poste de Kraken, à mon sens, très maladroit en tant qu'entité. C'est ni leur rôle de se positionner sur un sujet comme ça, ni ça n'a pas vraiment de sens. Après, je trouve que la peine qu'il a eue était très largement démesurée par rapport au propos. Ça, c'est encore un autre sujet. Après, moi, qui suis dans l'écosystème depuis un certain temps, je ne l'ai jamais considéré comme un représentant de l'écosystème ou autre. Donc, je pense que il a été dressé en tant que figure de l'écosystème, mais pour beaucoup, il l'est pas. Il l'est peut-être pour quelques-uns qui étaient là au début. Et d'ailleurs, lui ne s'est jamais revendiqué comme tel non plus. Le truc, c'est qu'il faudrait séparer les questions. Tu as la question légale, et honnêtement, c'est pas à nous d'y répondre, ou alors on fait café du commerce, tu vois. C'est une réglementation américaine, jugée par les Américains, c'est leur loi. Voilà. Après, est-ce que ta question, c'était, est-ce qu'il a aidé au développement de Bitcoin? C'était formulé comme ça? Est-ce que éthiquement, c'est normal d'avoir un Ross Ulbricht, d'avoir tous les hommages qu'on a eu de Ross, d'avoir Ross, figure de Bitcoin, les threads sur la vie de Ross, de voir sur des stands des free Ross juste ici derrière, etc. On passe encore pour des énormes tocards, et j'ai de plus en plus de mal à m'associer à un écosystème qui vraiment se conduit majoritairement sur les réseaux, hein, pas en public ou pas en vrai quand on discute avec des gens, mais comme des moutons qui starifient des gars de manière random. Mais je pense que la majorité des gens qui ont réagi sur les réseaux ne savent même pas réellement ce qu'il a fait, ce qu'il représentait. C'était simplement pour suivre le mouvement, parce que la communauté crypto est comme ça, elle se soutient à l'extrême d'un côté ou de l'autre. Hein. Du coup, en revanche, ce qui à mon sens, pour le coup, je vais te dire un truc positif, je suis dans ton sens. Ce qui, dans les faits, pour moi, n'est pas contestable, c'est que son initiative, que l'on la juge moralement bonne ou mauvaise, a effectivement contribué à l'émergence de Bitcoin, puisque c'était les premiers usages de paiement, et ça fait partie de l'histoire, et je pense qu'il faut au contraire l'admettre et le reconnaître. C'était d'ailleurs une preuve, et c'était avancé comme ça, il est vraiment libre Bitcoin et non censurable, parce que tu peux l'acheter, tu peux l'utiliser comme moyen de paiement pour tout, y compris des choses illégales, légales ou illégales, et ce statement-là, cette démonstration-là, au-delà des 2 pizzas, effectivement, c'est Ross Ulbricht avec un présent. Est-ce qu'on en avait besoin? Est-ce qu'on avait besoin de prendre toutes ces images et trucs? Ouais, mais tu fais une chronie, là. Bitcoin avait besoin d'avoir Silk Road pour un... Ouais, mais ça sert à rien de réécrire l'histoire. Ça sert à rien de réécrire l'histoire. Ça montre surtout que c'est un bon outil et qui peut être utilisé. Enfin, tu vois, je veux dire, il remplit son besoin. C'est-à-dire, c'est une monnaie qui est incensurable et incontrôlable. Donc, évidemment, la vente de drogue, c'est un domaine censuré et contrôlé. Donc, la vente d'armes. Évidemment, à chaque fois que tu veux avoir un truc qui est interdit, quelle alternative à part utiliser Bitcoin ou des crypto-monnaies? Il n'y en a pas. Du coup, si je comprends bien, si je résume, vous recommandez pas, si quelqu'un veut acheter des armes ou de la drogue, d'utiliser Meria ou CoinHouse. C'est la position officielle. Alors, en fait, ça dépend. Je sais pas, je demande pour ceux du public qui veulent agir sur Silk Road. Si ta drogue, c'est Bitcoin, oui. Je vais te répondre, en plus, de manière externe maintenant. Donc, j'ai pas d'enjeu commercial ou politique. En fait, ça dépend quel est l'objectif. Moi, je suis plutôt légaliste. Donc moi, je te recommande de passer par Meria ou CoinHouse, comme ça tu vas te déclarer aux autorités et on pourra te choper. Ok, c'est ok. On va poser la question au public. À main levée, les amis, est-ce que vous êtes ok avec je vais utiliser le terme de starification de Ross Ulbricht, de l'élever au rang de avant ça, à main levée, est-ce qu'il y en a beaucoup qui connaissent l'histoire de Ross Ulbricht? Ouais, c'est vrai. Si vous connaissez l'histoire... Non, baissez les mains, c'est plus facile. On en prend au hasard pour qu'il nous raconte tout. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Ross Ulbricht, levez la main. Ok, c'est léger. Je suis curieux en vrai, mais le public, vous n'êtes pas filmé. À main levée, si, ils sont filmés. Alors attention, ils sont sur filmés. Le dark web. Alors je confirme que vous êtes filmé. Excusez-moi, mais vous êtes filmé. En vrai, personne. Personne. On voit des mains qui se lèvent. Il n'y a pas grand monde quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ici qui est prêt à prendre le micro et à défendre la starification d'un Ross Ulbricht et de venir avec nous pour en parler? Levez la main. Un libertarien poussé à fond. Quelqu'un? Je vois un parti pirate là-bas peut-être, non? Non. Vous avez une binouse, il y a une binouse à celui qui lève la main et qui vient parler avec nous, bien sûr. Allez, viens. Qui on l'applaudit, je sais pas c'est qui, on m'a dit un petit commentaire, mais je sais pas. C'est Marvin. J'espère que le commentaire sera pas coupé. Il avait 8 ans à l'époque de... Mais c'est Marvin. Mais c'est Marvin de Venalabs. Mais viens frérot, viens. On peut avoir un micro en rap. Prends un micro. Où tu veux. Ok, nickel, merci beaucoup. Alors, on a eu ce débat tout à l'heure. Il voulait juste venir sur scène, il n'a pas d'avis sur la question. Je tiens à dire, ça me fait plaisir que tu aies dit ça, Amy,
Parce que tout à l'heure, il m'a certifié qu'il y avait de la pornographie et de la vente d'armes. Il y a de la vente d'armes. La plateforme de la vente d'armes. Pornographie, j'ai pas certifié. Vente d'armes, c'était sûr à 100%. Moi, pour moi, il n'y a pas eu de vente d'armes au début. Au début, il y en avait pas. Et les Hitman non plus. Et les Hitman, il n'y en avait pas non plus. J'ai fait exprès de ne pas parler de Hitman là, parce que... Non, il en a parlé. Non, j'en ai pas parlé de tueur à gage là depuis. Honnêtement, je maîtrise pas assez, donc je vais pas dire conneries, mais pour moi... Si, j'étais là, j'étais en face. Ou tu veux juste aller sur YouTube? Il y a peut-être un peu des deux, non? Non, mais alors, le point, on repart sur l'idée de base de est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, par rapport à l'idéalisation du personnage. Non, tu dois défendre Ross là. Go. Ok. Pour moi, l'idée de base de la crypto-monnaie, c'est de créer quelque chose d'open source et de permettre à tout un chacun de faire ce qu'il veut de Bitcoin. En fait, c'était ça de base, la philosophie, et c'est pour ça aussi que Satoshi, à la fin, il est parti dans le fond. Il a dit, moi, j'ai créé quelque chose, maintenant, libre à la communauté d'en faire ce qu'il veut. Je pense que c'était aussi ça, la puissance du mouvement. Mine de rien, en 2013, il y a eu un bull run qui est né en partie par rapport à ça. Est-ce que s'il n'y avait pas eu... Donc c'est cool, il a rendu les gens riches, merci Non, à lui, je dirais pas qu'il a rendu les gens riches. Mais mine de rien, quand tu rentres dans la crypto-monnaie et que tu vas à des événements, bon là, il n'y a personne qui lève la main, mais il y en a plein qui ont découvert la crypto-monnaie au début par cette histoire, parce que ça fait du bruit, même si tu n'en achètes pas directement, mais tu l'un sais dans la l'autre. galère qu'on s'est tapé, enfin que des boîtes qui ont ensuite essayé de... Mais c'est mal, mais c'est mal. Non, mais je suis d'accord, mais j'étais chez Descoin, c'est la famille, je sais bien que c'est mal. Je suis pas en train de te dire... Est-ce que ça en valait le coup? Est-ce que ça en valait le coup? Est-ce que ça en valait pas le coup? Est-ce que ça en valait le coup à un moment où il n'y avait aucune régulation et c'était le Far West et que tout le monde tirait sur tout le monde? Est-ce que les ICO en 2018 ça en valait le coup? Enfin, à un moment. La régulation sur la drogue et les armes, elle date pas de 2011. Hein. Je suis d'accord. Pour moi, il n'y avait pas d'armes au début. Alors c'était plus. Il y a eu des armes. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'à un moment il y a eu des armes sur Silk Road? Est-ce que quelqu'un peut vérifier s'il y avait des armes au début? Oui, alors on l'a vérifié. Merci Thibaut. On a Thomas qui a vérifié. Non mais Bitcoin c'est une monnaie incensurable. Forcément qu'à un moment donné elle va être utilisée pour faire des trucs qui sont illégaux et qu'on veut censurer. Alors parfois tu veux faire des trucs illégaux qui sont bien, qui sont éthiques de ton point de vue. Souvent, ils sont pas éthiques pour tout le monde. Mais c'est une monnaie incensurable. Elle sert à ça. Non, Wikileaks, ils interdisaient les paiements. Bitcoin a perdu les paiements. Là, tu défends Ross Ulrich par association. Tu dis Bitcoin c'est bien, donc Ross qui l'a utilisé est forcément bien. C'est complètement un sophisme. C'est pas parce que Bitcoin est non censurable. À ce qu'il y avait avant. Hein. Non, mais c'est pas parce que effectivement que ce soit Poutine ou Zelensky ils peuvent utiliser Bitcoin pour leur de part et d'autre que Bitcoin est neutre, et ça c'est sa position. Tout le monde peut l'utiliser, c'est libre. Donc après, oui, Ross, on peut débattre, mais je réponds à ce que dit justement Benjamin, en mode, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? Mais on peut pas l'empêcher. C'est comme, je sais pas, les voleurs, ils vont utiliser des voitures aussi, tu vois. Ça veut juste dire que c'est le meilleur outil. Tu peux pas empêcher les criminels d'utiliser le meilleur outil. Et au final, je suis désolé, mais 10 ans plus tard, Bitcoin, c'est le pire outil pour faire ça. Ah bah oui, aujourd'hui, oui, mais c'est un autre débat. Je suis désolé. Et là, ça relance un autre débat. C'est est-ce que Ross était profondément fan de Bitcoin et des idées libertaires derrière, ou il s'est juste dit, oh, ça a l'air trop bien, ça va être facile, c'est anonyme et tout, et il connaissait pas réellement Bitcoin. Alors... Non, attends, arrête, ça marche mieux que les virements bancaires. Tu crois que les on peut soulever la question. On peut soulever la question. Est-ce qu'au final, je suis d'accord que tu as des trucs traçables, mais tu peux l'utiliser de manière plus ou moins traçable. Enfin bon, on va pas faire tous les débats, mais je veux dire, tu es un dealer. Tu vas pas faire un virement bancaire sur ton compte BNP Paribas, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc oui, Bitcoin, c'est une solution qui est mieux de ce point de vue-là. Pour les dealers, bien sûr. Est-ce que tu penses que Ross était profondément déjà fan de Bitcoin pour l'utiliser sur Silk Road, où il a mis ce qu'il a pu trouver à ce moment-là, et il connaissait pas assez Bitcoin pour savoir au final que c'était traçable? À l'époque, il n'y avait même pas de discussion de toute façon. Bah, je suis désolé, à l'époque, c'était déjà traçable en fait. Oui, il était déjà, mais on n'avait pas les outils pour le faire. Donc, si tu veux, même si ça l'était, on ne savait pas le faire. Donc, à partir de là, tu étais entre guillemets protégé. Et on ne savait pas qu'on saurait le faire demain. On ne savait pas que Bitcoin allait se démocratiser de cette manière-là. Donc, à ce moment-là. 2012, j'ouvre un compte Coinbase parce que justement, j'essayais d'acheter des cryptos et de sortir des cryptos. Et déjà, c'était Skrill et tu devais combiner avec Coinbase. Il y avait déjà. Mais tu n'étais pas obligé d'acheter tes crypto-monnaies au début sur Coinbase. Enfin, personnellement, je les ai achetés sur localbitcoin.com. Tu pouvais, si tu voulais, les acheter en cash à Paris. Enfin, il y a un moment, la traçabilité, elle est quand même. Même jusqu'en 2015-2016. Local Bitcoin, ça a été fermé quoi l'année dernière? C'était jusqu'à quand que tu pouvais acheter en 2021, 2022, je pense. Un truc. Quand tu parles de Local Bitcoin, tu parles de la maison du Bitcoin à Paris? Non, alors localbitcoin.com. Localbitcoin.com, ça a été l'une des premières plateformes avec laquelle je sais que personnellement j'ai acheté des cryptos, mais tu pouvais acheter du Bitcoin en cash. Moi je travaillais en Espagne et je sais qu'à la fin de ma saison, c'était ma seule façon d'acheter du Bitcoin parce que j'étais mineur, j'allais à Paris avec mon petit sac à dos et j'achetais du Bitcoin en cash.
On rappelle que t'as utilisé Silk Road, toi Non. Marvin, non. Quelqu'un a utilisé Silk Road? Non. Amy, un petit peu? Je suis allé dessus, mais j'ai pas utilisé. Par contre, j'ai utilisé d'autres plateformes. Je sais plus, il y avait un truc Monopoly, je crois, à un moment. Et t'as acheté quoi dessus? C'est pareil que Silk Road, mais. Bah, j'ai acheté des armes et des. Bah non, j'ai acheté de la drogue. Alors, on va pas se prononcer sur est-ce que sa grâce est méritée, est-ce que le temps qu'il a passé en prison, on n'est pas juge, comme a dit Romain, c'est pas à nous de le savoir. Le point final sur lequel on va peut-être conclure ce point-là, c'est que, qu'on le veuille ou pas, Ross, star du Bitcoin, moi je suis pas d'accord avec ça. Ross, star du Bitcoin, Ross, image du Bitcoin, je suis pas d'accord avec ça. Et si quelqu'un est d'accord avec ça, qu'il vienne, il boit une bière avec nous, et voilà. Bah, Star, c'est un peu fort, mais il a été jugé hyper fort par rapport à ce qu'il a fait, je trouve. Il a été un peu. L'exemple. Tu vois, ouais, voilà. Ils lui ont un peu mis une peine méga monstrueuse, alors que tu vois, il était même pas jugé pour ses meurtres. Tout ce qu'il a fait, c'est un site que les gens pouvaient utiliser librement pour échanger librement. Attends, Il a alors- dit, il a même pas été jugé pour ses meurtres. C'est quand même une phrase un peu chelou. Oui, parce qu'il a pas fait de meurtre, il a été entrapped. Enfin bon, on va pas. Oui. J'ai pas envie de refaire toute l'histoire, mais Je, en fait. je- pour je ceux voulais qui pas en veulent- parler parce qu'on Ouais. n'est pas sûr si c'est le cas, mais il aurait essayé de faire assassiner 5 personnes qui avaient des accès à Silk Road. Donc c'est pour ça que Alors, j'en ai pas 5, parlé je crois parce pas. Je crois que juste une on ou n'en est deux, pas mais, sûr, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais dans tous les cas, il savait ce qui se passait, il savait qu'il y avait de la vente d'armes, il savait qu'il y avait Non, de mais la t'as vente vu de comment drogue. ça s'est passé, les deux assassinats? Les mecs, ils se sont fait passer pour les mecs Oui, le bordel dans le café, américaine. Ils se sont fait passer pour genre des barons du crime et de la cocaïne mexicains. Oui, bon. Et qu'ils savaient qu'un mec avait balancé Ross et ainsi de suite. Et bon, voilà. Tu vois, et du coup, ils lui ont dit, ah, tu veux qu'on le tue, tu veux qu'on le tue. Ils ont fait que d'insister. Il a tout balancé sur toi, au FBI, et nanana. Et donc, il a fini par juste dire, oui, bon, ok, tu vois, en gros. Et là, ils ont envoyé une fausse photo du gars qui était mort, tu vois. Bon, tu vois, c'était quand même vraiment que- de l'entrappement poussé, quoi. On doit Crypto- avancer. Crypto Drink, c'est un peu le RMC de la crypto, du coup. Le problème, c'est que vous buvez pas assez, les gars, donc on va sortir le champagne. Moi, je suis à juste 2 après. verres, hein, les gars. Je dis ça, Ouais, je dis rien. moi aussi, j'ai Qui a fini sa ma bière et là, j'avance le Moi, je l'ai reste. fini, j'ai fini le deuxième. À main levée avec le public. D'après vous, est-ce que Ross doit rester loin de l'écosystème? Si vous êtes d'accord, levez la main. Ok. 50-50. c'est Non, pas il n'y a mal. pas 50-50 là. Les gens sont pas Si, d'accord. si, il y a un 50-50 un petit Mais peu. c'est pas la C'est- question. c'est- Exactement, la question. Relevez la main pour La voir. question pas la posée comme ça, question. elle n'a pas vraiment de sens. Ouais. Est-ce que vous seriez OK d'avoir un Ross Ulbricht qui aujourd'hui est impliqué dans justement, l'écosystème, par fait des- principe, fait des on n'a projets. pas notre mot à dire. Par principe, s'il On peut n'a pas- utiliser on n'a pas Bitcoin, notre Bitcoin, mot. ils sont enemies. Je suis d'accord. Et donc, par principe, je suis désolé, si- mais il a perdu 12 millions sur PumpFun et pas sur Bitcoin les derniers jours. Oh, il est quand même mauvais. Il a essayé de market maker le Ross, le token Ross, et de soutenir le prix. Il va faire une class action pour ses pertes ou pas? Je sais pas, mais il a fait une erreur. Il a fait ça pour sauver la commune. Il gérait pas. Il a fait mieux que Summit. Merci Marvin. Prochain sujet, les amis, on va parler de sécurité. On a vu on est tous au courant de l'ambiance qui est en train qu'il y a aujourd'hui à OCR, qui a eu ces dernières semaines avec la sécurité dans les cryptos. On a tous vu le kidnapping de David de chez cofondateur de Ledger. Première question que je vais avoir pour vous. Est-ce qu'on a un problème avec la sécurité en France ou c'est dans le monde entier? Tu sais que tu as Thibaut Boutreau à ta gauche, mais tu le regardes pas et donc du coup, tu lui files jamais la parole. Thibaut, vas-y. Miskin, il est dans son coin, il Thibaut, parle pas. vas-y. À partir du moment où tu t'es exposé, tu sais qu'il y a des risques, peu importe. Tu as des cas comme ça. Le cas de David Ballan, il a été hyper médiatisé. C'est loin d'être la première affaire dans l'écosystème, à l'étranger ou en France. C'est loin d'être la dernière aussi. Il y en aura toujours. Est-ce que c'est dramatique? Oui. Est-ce qu'il faut dire que ça n'existera plus? Non, enfin, ça existera toujours, malheureusement. Et puis, Benjamin, je ne vais pas être d'accord avec tes questions. Tu veux la Non, reposer, non, Romain? la question, c'était est-ce qu'on a un problème avec la sécurité en France? J'ai pas les stats, donc il faut ressortir plutôt des stats de criminalité au-delà des faits divers qui sont médiatisés. Ce qui est certain, et une pensée pour David et sa femme et toutes les équipes qui ont été impliquées, je peux même pas imaginer à quel point ça peut être traumatisant. Le fait que ça a été médiatisé, faisons-en un rappel que le self-custody, c'est très bien parce que c'est la liberté. La liberté, c'est la derrière. responsabilité et les risques qui vont avec. Et que je suis sûr que si on prend, vous n'allez pas le faire, je ne vais pas vous poser la question, mais combien d'entre vous, là tout de suite, on les prend, on les met sous contrainte physique? Combien d'entre vous avez accès à vos cryptos et pouvaient tout perdre? Ne répondez pas à la question. Ne répondez pas à la question, mais posez-la vous. La question de son système de sécurité en fonction de scénarios possibles, elle doit se poser et c'est la première question que vous devez vous poser. Alors moi, je répondrai un peu différemment. Je trouve qu'en France, on a un énorme problème de criminalité. Voilà, je le dis noir sur blanc. Il y a beaucoup trop de délinquance, c'est mon opinion. Je trouve que la justice est beaucoup trop laxiste.
Et voilà. Non, c'est pas pareil dans tous les pays. Il y a des pays où il y a quasiment pas de criminalité, où il y a quasiment pas de délinquance. Voilà, c'est mon opinion. Hein. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein, mais... Je suis assez d'accord et ça va d'ailleurs au-delà de la crypto. Hein. Tu vois, nous, à Metz, on a eu pas mal d'affaires sur ces derniers mois qui sortent de la crypto sur des affaires de harcèlement ou de gens qui se font tabasser dans des collèges, dans des lycées pour des trucs qui ont vraiment absolument aucun sens. Donc, je ne sais pas si c'est plus qu'avant ou si c'est plus médiatisé qu'avant ou si avec les réseaux on les voit plus. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un climat qui est un peu bizarre. Ouais. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'accidents qui ont été médiatisés. Sur le Crypto Daily, on a décidé de faire un appel pour savoir si c'était juste trop médiatisé. D'ailleurs, on va en reparler. Est-ce que les médias ils ont un rôle à jouer là-dedans ou pas? Mais surtout, est-ce que les gens en parlent honnêtement? Et ben, je vais vous dire une chose. On s'en rend pas compte, mais il y a énormément de faits qui ont lieu où les gens juste n'en parlent pas, ne disent rien et c'est pas médiatisé en fait. Mais c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui et qui arrive malheureusement un peu trop souvent. Je sais pas, je vais pas les comparer les stats, je veux pas rentrer là-dedans, mais c'est quelque chose qui arrive. La question que je vais poser au public aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des moments où vous réfléchissez à votre sécurité? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous inquiéter avec les derniers événements? Est-ce que vous vous dites putain, faut que je fasse attention? Si c'est le cas, juste levez la main. Amy, au Luxembourg, c'est comment? Bah, au Luxembourg, j'ai regardé un petit peu. Alors, il y a de manière globale beaucoup moins de criminalité qu'en France. Après, si tu veux, sur les sujets, genre le sujet du kidnapping, évidemment, comme le Luxembourg est collé à la France, bah, on est concerné aussi, tu vois. Donc, bah voilà, on fait les mêmes trucs de sécurité qu'en France. On met des caméras, on met des systèmes et tout. Mais ouais, moi, je trouve qu'il y a quand même un gros problème de criminalité à la base, quoi. Que ce soit... Alors oui, nous, on le voit dans les cryptos par les demandes de rançon. Mais ça existe de manière générale sur toutes les statistiques de criminalité. Enfin, c'est... Bon, alors après, on peut discuter des causes. Hein. Moi, je pense vraiment que la justice est trop laxiste en France, mais c'est mon opinion. C'est un autre débat. Je prends une seconde, on me rappelle, pour remercier la sécurité de l'event, parce qu'on ne se rend pas compte. Donc, on a la sécurité qu'on voit, mais on a aussi de la sécurité qu'on ne voit pas, qui est là. Donc, je propose qu'on prenne une seconde pour applaudir les gens qui sont là parmi nous et qui assurent la sécurité. Sachez que dans tout Auxerre, on a de la sécurité aussi. C'est pas juste dans l'event. Donc, merci à eux, merci à ces gens de Londres qui sont là et qui veillent. Cheers quand même à vous, les amis. Un petit cheers. Pareil au public. Il fallait un connard qui fasse une merde, et voilà. À Coin House, on ne boit pas assez souvent. J'ai pas l'habitude. Il n'a pas l'habitude de boire en table ronde, c'est ça là. On a deux exchanges qu'on pourrait appeler exchange centralisés avec nous, donc Coin House et Meria. Alors on dit avoir nos cryptos dans notre ledger, c'est très bien, etc. Mais au final, les avoir sur un CEX, donc sur un centralized exchange, est-ce que face à une contrainte physique, ça change quelque chose? Est-ce que vous faites des choses vous, avec CoinHouse, avant avec CoinHouse et aujourd'hui avec Meria, pour, si voilà, j'ai un compte Meria, on met un flingue sur la tête, je peux retirer quelque chose, mais pas la totalité. Ça existe? C'est utilisé? Quoi qu'il arrive, la sécurité, elle ne dépend pas de la plateforme, du device ou autre, elle dépend de ce que les gens font. C'est-à-dire que si tu as un compte sur une plateforme mais que tu n'as pas de double authentification, ou tu as un mot de passe bidon ou autre, bah, tu t'exposes des risques. Si tu as même un device physique mais qu'il est chez toi et que ton mot de passe, c'est que des zéros, je veux dire, tu t'exposes aussi à des risques. Donc ça dépend de toi, comment tu vas utiliser les outils. Nous, notre rôle, c'est de faire de la pédagogie et de mettre les outils à disposition pour que les gens puissent avoir conscience de ça, déjà. Mais après, on ne peut pas être responsable de ce que les gens vont faire avec ça. Par contre, il y a effectivement un sujet de fond qui est un gros problème qu'on a en France, et je ne sais pas si c'est globalisé, mais c'est sur cette éducation au niveau-là où on fait absolument rien pour éduquer les gens d'un point de vue numérique, pour qu'ils soient ne serait-ce que conscients des risques qui peuvent exister à ce niveau-là. Et on parle de crypto, mais de manière globale, sur l'utilisation des réseaux, sur l'utilisation d'Internet, sur ce que tu fais, sur ne serait-ce qu'avoir un mot de passe, un gestion de mot de passe, tout ça, on ne fait rien en France pour expliquer ça, alors qu'aujourd'hui, on est tout le temps dans un monde numérique. Et c'est un vrai sujet. Alors j'abonde à 100% dans ce que vient de dire Thibaut, et du coup je rajoute dessus, pour CoinHouse, tu as des options. Donc l'option standard, c'est effectivement la conservation par CoinHouse, et donc tu es responsable de tes accès, login, mot de passe. Hein, si tu te fais piloter ton Gmail, non, on n'y peut rien. Mais tu as aussi des options de conservation dédiées, avec l'absence de retrait. Et on a des systèmes d'alerting, justement, pour bloquer des retraits. Alors le système d'alerting, il est standard, il s'applique à tous les clients, mais il ne voit pas tout passer. D'accord. Et puis il y a des clients qui veulent absolument faire des retraits parce qu'ils sont scammés, ils ne le savent pas, et tu as beau leur dire 15 fois, ils veulent quand même envoyer 20 000 balles aux États-Unis. Et puis tu as des clients qui sont conscients de ça et qui choisissent ces options que se dit où non seulement les fonds sont ségrégés, mais en plus il y a un processus qui fait qu'ils ne peuvent pas retirer tout seuls. Donc en cas de contrainte physique, tu as un process qui fait qu'ils ne peuvent pas
où l'agresseur ne peut pas le faire. Donc évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça dépend de vos scénarios de sécurité. Si vous avez 100 balles ou 1000 balles, en tout cas si le fonds que vous avez n'est pas très important pour vous, c'est compréhensible que votre niveau de sécurité soit faible. Si les fonds que vous avez commencent à être importants, il faut travailler ces scénarios et les options qui vont avec. Je trouve que vraiment les échanges, c'est pas forcément la meilleure chose. Déjà parce que les échanges, ils sont souvent tombés, partis avec la caisse, etc. On va pas rappeler FTX. Mais que même si vous vous faites kidnapper, le seul truc qui vous protège d'un retrait d'un échange, c'est que vous avez mis une latence sur le retrait. Il y a plein d'échanges où on peut régler une latence. Voilà, moi je le fais. Genre tu peux mettre 3 jours, etc. Et donc, effectivement, il faudrait te faire kidnapper 3 jours pour que quelqu'un puisse faire un retrait sur ton échange. Mais ensuite, pour parler de self-custody, la bonne self-custody, elle est censée être safe. C'est-à-dire qu'ok, vous avez vos coins sur un ledger et une seed à la maison. Justement, en fait, il ne faut pas y avoir à la maison. Vous pouvez louer un coffre de banque pour un tarif raisonnable. Vous foutez votre cold storage et votre seed dans un coffre de banque. Et vous êtes complètement safe à ce niveau-là en cas de kidnapping, etc. Mais c'est là où le self-custody ou l'exchange ne suffit pas en lui-même et qu'il faut mettre en place derrière les bonnes pratiques pour aller plus loin. Et après, sur la question de est-ce que le self-custody, c'est mieux que l'exchange ? Pour celui qui est à l'aise et qui est en mesure de mettre ces bonnes pratiques en place, et évidemment, oui, celui qui est capable. Pour celui qui n'est pas du tout à l'aise avec ça et qui ne sait pas maîtriser ça, non, vaut mieux qu'il soit sur un exchange. Alors, peut-être pour donner des exemples concrets pour que vous puissiez vous projeter. Il n'y a aucune solution de sécurité parfaite. Vous avez 2 travaux à faire quand vous parlez de sécurité. La première, c'est de lister toutes les options possibles. Self-custody, comment, les exchanges, quelles conditions, quelles régulations, qu'est-ce qui s'applique. Ça, c'est comprendre les options. Mais ce n'est pas le plus gros travail. Le plus gros travail, c'est vos scénarios. Parce qu'on a tous, en fait, des scénarios d'attaque possibles qui dépendent de nous. Scénario 1, j'ai perdu mes mots de passe. Soit de ma ledger, soit de ma plateforme custody. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je retrouve en fait la seed dans self-custody ou les accès? Scénario 2, je sors de CryptoSphere, je me suis bien marré, je passe sous un bus. Comment est-ce que je gère éventuellement la transmission? Scénario 3, je suis une personne qui est exposée publiquement, ou alors les gens savent autour de moi que j'ai des cryptos et je ne suis pas dans un écosystème safe. La mise sous contrainte physique. Le kidnapping. Si j'ai une maison à Los Angeles qui est partie en flammes. Si j'ai le Covid qui me force à partir de chez moi. Tous ces scénarios, vous pouvez vous les lister en fonction de ce dont vous voulez vous protéger. Y compris le scénario éventuellement extrême de dire je peux être demain pourchassé par mon État pour des raisons valables ou non et je veux pouvoir en partir vite. Ça, c'est à vous de faire cette liste. Et une fois que vous avez cette liste, vous vous dites ok, mon système de sécurité, self-custody ou non, mes backups en custody ou en plateforme, est-ce qu'il fonctionne dans ces scénarios-là? Et c'est ça le vrai travail à faire. Il n'y a pas une réponse, on ne peut pas dire le self-custody c'est bien ou les plateformes centralisées c'est bien. Je pense qu'il n'y a pas que des travaux à faire. Il y a aussi un maître mot qu'on devrait avoir et qu'on devrait adopter, surtout dans des périodes avec un Bitcoin à plus de 100 000, c'est la discrétion. C'est le premier truc. Je pense que la première chose David, à faire... il était discret, hein. David, il était super discret. Hein. Alors, il a été dommage collatéral pour le cas, c'est certainement de Eric. L'archevêque peut-être un peu moins discret. Ouais, mais du coup, n'importe quel mec qui travaille dans une startup crypto est à risque si on raisonne comme ça. Enfin, à part si la startup, elle a fait non, mais c'est pour ça la discrétion. À part si c'est Summit, c'est ça. J'allais pas, ouais, j'y pensais, mais ouais. Oh, direct. Non, mais quand je parle de discrétion, c'est dire à ses amis, on s'en rend pas compte, mais dire à son pote, ouais, j'ai fait de l'argent en crypto, et son pote qui le dit sans vouloir être méchant, juste parce qu'il est fier de son pote, en mode, tu sais, mon pote qui investit dans les cryptos, et là, il est bien. Sans s'en rendre compte, votre pote, il est en train de mettre une cible dans votre dos. Rappelle-toi, c'est un cas qui était arrivé. Il y a BFM qui s'est planté sur un tweet où ils ont parlé d'un trader qui avait gagné 47 millions en crypto, je sais pas quoi, et ils ont mis ta photo. Et ça t'avait fait marrer, et je t'avais envoyé un DM, mec, en fait, ça ne devrait pas te faire marrer, dis-leur de retirer le truc. Je vous remets dans le contexte. Je passe à BFM. Un trader français sur Polymarket avait commandé des sondages aux US pour avoir les infos, enfin des idées sur les stats des élections. Et il avait gagné 47 millions de dollars sur Polymarket. Et effectivement, BFM, la minia de la vidéo YouTube et sur laquelle ils ont communiqué, c'est moi, avec marqué en dessous le titre, un trader français remporte 47 millions de dollars. Et c'est vrai que j'ai eu des messages en mode « Oh, t'as gagné, c'est toi le trader et tout. » T'as bien fait, Romain, merci à ça en vrai. Mais c'est vrai, il faut faire attention. Du coup, comme des connards, on fait une vidéo qui sera publiée sur YouTube publiquement en disant qu'on est dans la crypto, c'est bien. J'ai une question du public en anonyme que je viens de recevoir. Aujourd'hui, j'ai peur de me balader à Paris avec des vêtements crypto, des pins, des casquettes. Est-ce normal et est-ce aussi votre cas? Est-ce normal, c'est normal, non. Par contre, effectivement, je ne le recommande pas. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un mettrait à Paris des vêtements crypto, un pins Crypto Daily? S'il vous plaît, ne le faites pas. On a donné des pins à tout le monde. Gardez-les quand vous êtes dans des événements crypto à l'intérieur, pas à l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui... Je vais retourner la question. Levez la main si aujourd'hui, vous auriez peur de porter un vêtement crypto ou quelque chose qui montre que vous êtes en crypto.
Ah, il y a des courageux quand même. Des courageux. Moi, je l'ai déjà fait, hein, de foutre de vêtements. Non, mais tu l'as déjà crypto, fait. Est-ce que tu le ferais aujourd'hui? Ouais, en vrai. Avec ta patte comme ça, là? Ouais. Après, en vrai, ce qu'il faut relativiser, c'est que ce genre de risque, il est pas dans les endroits publics. Vous êtes au restaurant, vous risquez en vrai pas grand-chose. Vous êtes dans un bar, vous risquez pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais des gars qui vont débarquer au milieu du bar et vous embarquer. Vous risquez quand vous êtes chez vous, en vrai. C'est ça la réalité. Ou quand vous sortez de chez vous, qu'il n'y a personne, que c'est la nuit. Pourquoi? Vous êtes dans une maison isolée, c'est là que vous risquez le plus, en vrai. Dès que vous êtes dans un endroit public, le risque, il est très faible. Parce que les gens, ils se font jamais agresser en public. Tu te fais agresser en public, t'as direct les hélicos, les machins. Alors, je suis désolé, mais t'étais pas à Ethereum CC à Bruxelles en juillet. Ouais, mais bon. C'était une boucherie. Ouais, mais ils se sont pas fait kidnapper, les mecs, ils se sont fait agresser dans la rue, non? Oui, Ouais, il y en a qui ont quand même fini très mal pour le coup. Et Oui, il y en a qui l'événement ont- a Vas-y, non, mais l'événement a posé dans la un rue, hein, compte. c'était pas en mode. Non, mais après, tu sais que j'étais à Bruxelles une semaine avant ETHCC, dans les quartiers où c'est arrivé, donc je vois un peu comment c'était. Ça arrivait un peu partout, hein, franchement, mais c'est Ah ouais. des gens qui se sont fait pour le coup suivre en sortant de l'event et ils ont attendu qu'ils soient isolés. Quoi. Ah, ils se sont fait target. Ils se sont Ouais, fait il y a suivre. eu des trucs un peu chauds. Ok, bon bah ok, autant pour moi les gars. Faut faire gaffe de partout. Mais je pense quand même que les endroits publics c'est moins dangereux normalement. Non, mais en fait, quand tu es dans l'endroit public ou quand tu as du monde, là, ici, effectivement, dans la salle, a priori, tu risques rien. Le problème, c'est si tu as quelqu'un qui rentre tout seul et qui, à un moment, se retrouve dans une rue isolée tout seul et Ouais, d'accord. qu'il est sorti de l'event et il a gardé. C'est ça, en fait c'est dès que t'es isolé que c'est dangereux. Mais dès que t'es dans une rue où il y a du monde, etc., normalement tu risques pas grand chose. Vous qui êtes avec moi sur le plateau, toi par exemple, Darkemy, qui est quand même très affiché et connu comme ayant fait un petit peu d'argent en crypto, est-ce Ouais, que tu enfin prends des tranquille, mesures hein, frérot. Un petit peu. je veux dire, Un tout petit peu, Un trader a gagné 47 chill, les millions gars, d'euros. hein, ça va. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu fais attention et tu fais encore Ouais. plus attention maintenant à ta sécurité? Ouais, bah oui, de toute façon, j'ai tout un process, j'ai pas envie de dire exactement, mais oui. Non, bien sûr, je te Bien sûr, j'y pense. J'y pense, je fais des trucs. Enfin bon, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment que c'est dans ma tête. Évidemment que c'est encore plus dans ma tête maintenant. Thibaut, on se rappelle il y a quelques années, malheureux accident avec Owen. C'était la première fois qu'il arrivait quelque chose comme ça avec les cryptos en France. Donc on rappelle Owen, Asher. Je pense pas que c'est la première fois, c'est peut-être en tout cas c'est nous la première qu'on a vécu un petit peu de l'intérieur et encore moi vécu de l'intérieur, lui il a vécu de l'intérieur, hein. Moi j'ai Bien sûr. vu juste ce que lui a ressenti derrière. Nous, non pas qu'on n'avait pas conscience des risques, mais c'est vrai que tu te dis toujours, bon, ça arrive pas. Puis nous, en plus, on est un peu isolés, tu vois, on est à Metz, on se dit, on est un peu plus tranquille, un peu plus pépère, donc ça peut pas arriver. Mais oui, c'est clair que depuis, on a pris beaucoup de dispositions pour nous, pour nos équipes. On fait attention à plein de choses. On a éduqué aussi un peu nos proches sur ces sujets-là. Mais ne serait-ce que prendre conscience que le risque qui peut exister, ça fait déjà pas mal de différences, tu vois. Mais oui, c'est sûr que c'est des événements qui sont méga traumatisants. Et je pense qu'il y a eu des précédents en France qui ont juste été peut-être moins Ouais, qui ont médiatisés. été, Tu vois. cachés Et après, la seule chose positive qu'on peut ressortir des événements comme ça, c'est justement en profiter pour refaire de la pédagogie, pour refaire de la dissuasion, de dire, en fait, aller chercher. Mais à ce moment-là, les mecs. la pédagogie, il faut la faire sur les criminels directement. Non, mais en fait, la criminalité, ou en tout cas Oui, ce il genre faut leur d'attaque, faire des stages de citoyenneté. Hein. Ouais, Non, mais et puis après, c'est juste un ratio de. Tu sais, c'est comme Bitcoin. Aujourd'hui, attaquer Bitcoin, c'est pas rentable parce que ça coûte trop cher et ça implique de déployer trop d'énergie. plus Si que tu ça mets va en place rapporter. une sécurité suffisamment dissuasive qui fait que ça devient trop risqué de t'attaquer ou de venir te chercher, en fait, les gens vont plus venir te chercher puisque le bénéfice il est plus suffisamment profitable. Donc à partir du moment où on arrive à profiter de ces événements pour faire de la pédagogie, pour dire en fait, regardez, il y a des mecs qui ont mis tout un dispositif en place, des dizaines de personnes pour aller chercher David chez lui, et ils ont fait payer une rançon. Finalement, la moitié, Ils lui ont coupé un doigt. la moitié des fonds ont été récupérés. La plupart des gars ont été interpellés, même si on ne sait pas si c'est des commanditaires ou peu importe. Ça permet de mettre en place, de dire, en vrai, tout le risque que vous prenez pour finalement rien du tout. Et tu vois, il faut profiter pour mettre en place ça. C'est vrai que C'est pour ça que tous les gens doivent mettre en place aussi ces dispositifs pour faire juste en sorte que ce ne soit pas rentable de venir vous chercher, tout simplement. Et tu as un autre avantage, hein, si tu te protèges de ces risques-là, plus ton niveau de sécurité est élevé, plus ça doit être chiant, y compris pour toi, d'accéder à tes cryptos. Donc ça te force à hodl. je prends aussi une seconde. Il y a quelqu'un dans la salle, je ne vais pas le nommer, mais qui a beaucoup aidé sur l'enquête avec David et tout. Il a codé quelque chose de vraiment incroyable en 2 jours. Beaucoup de relations avec Tether. On peut dire qu'il s'appelle Nicolas et on le remercie pour tout ce qu'il a fait. Il s'appelle Nicolas et on le remercie pour tout ce qu'il a fait. Je ne voulais pas donner le nom, mais on va l'applaudir, s'il vous plaît. Et tant qu'on est en train d'applaudir, s'il vous plaît,
Je tiens juste quand même à remercier, je sors un peu du sujet, mais il faut remercier Maxime d'Auxerre. On ne se rend pas compte l'event, la folie que c'est. Donc s'il vous plaît, je veux juste un tonnerre d'applaudissements là pour CryptoXR. Parce que vous kiffez, je veux du bruit. Je veux qu'on remercie toute l'organisation. C'est pas encore fini, mais sinon je vais me faire remonter les bretelles. Maxime, je ne sais pas si tu es là, mais un grand bravo, voilà, il est là. Merci, merci Max et merci à toute l'équipe de captation et merci au public. Les amis, je propose qu'on passe sur un sujet qui relève un peu les cœurs, qui fait parler, qui va faire kiffer Amy. Qu'on parle de la régulation et d'à quel point la crypto en France, c'est facile, c'est simple et c'est top de faire une boîte crypto en France. Amy, je te laisse commencer. Non, bah pour moi, c'est une catastrophe, le niveau de régulation en France. Mais... Ouais. Merci les gars. Mais c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été comme ça. Tu veux monter une boulangerie, il y a 850 000 papiers, tu as des taxes de partout, des URSSAF qui te saisissent ton compte bancaire sans t'expliquer pourquoi. Non, mais c'est une folie administrative et fiscale, hein, la France, en vrai. Hein. Je veux dire, les entrepreneurs qui font des boîtes ici, bah, vous êtes courageux. Hein. Moi, je l'ai fait, j'ai vu l'enfer que c'était. Et malheureusement, ça va pas en s'arrangeant. Donc voilà. C'est triste. En vrai, je trouve ça triste que le futur de la crypto en France... Bah c'est à Dubaï en fait, c'est quand même triste. C'est-à-dire tu regardes tous les mecs qui font des trucs, ils sont à Dubaï, mais c'est d'une tristesse absolue. Tu vois ce que je veux dire? Les Français entrepreneurs, ils vont dans une dictature musulmane pour... Enfin j'ai rien contre le fait que ce soit une dictature ou que ce soit musulman, mais tu vois, genre au milieu du désert à 5000 km, c'est là que se passe le futur de l'entrepreneuriat français. Il y a un truc qui va pas du tout quoi, tu vois. C'est pas vrai, je suis désolé. Mais à Metz, il y a de l'entrepreneuriat français. Et à Metz, c'est comment à Metz? C'est moins bien qu'à Dubaï. Hein. À Auxerre aussi. À Auxerre, bien sûr. On va parler de régulation, Mika. Vous êtes en plein dedans là aujourd'hui avec Meria. C'est comment? C'est dur. En vrai, il a dit beaucoup de choses sur le ton de l'humour, mais il y a beaucoup de choses qui sont malheureusement très très vraies. Alors après, nous, on a forcément un discours toujours plus modéré parce qu'on est en plein dedans. Mais c'est clair que quand on voit ce qui se passe ailleurs et quand on voit les réflexes qu'on a nous ici, ça va pas forcément dans le bon sens, ouais. Et ça devient de plus en plus compliqué. Et on nous a vendu un setup réglementaire en France qui sera copié par Mika, et on se rend compte que les premières boîtes qui sont setup Mika, bah, elles passent pas par la France. Et à un moment donné, elles sont venues en France et certaines sont reparties. Et donc c'est frustrant. Et nous, typiquement, on a certains sujets, on a un dossier qui est prêt depuis presque un an, et on a des sujets qui sont juste en stand-by parce qu'on a un truc qui techniquement est pas possible. On l'a remonté, on a proposé des alternatives, on n'a pas de réponse. Oui, c'est pas genre non, c'est on n'a pas de réponse. Ils répondent pas aux mails, ils répondent pas aux demandes, donc c'est très compliqué d'avancer. Et on a une surinterprétation en France, c'est-à-dire qu'il y a un texte qui est censé être une harmonisation européenne, et localement, en France, on fait une surinterprétation de cette harmonisation. Et si jamais vous n'avez pas de réponse, c'est quoi la suite? Si jamais vous n'arrivez pas à faire le... On rappelle, c'est jusqu'au... On trouvera des solutions. Enfin, je me fais pas de soucis pour des sociétés comme nous qui avons la chance d'être déjà un peu plus avancées. Enfin, Coinhouse, Meria, globalement, on trouvera des solutions. Là où c'est plus dommageable, c'est qu'on a une centaine de PSAN en France. Tu peux compter peut-être 20 ou 30% qui vont passer l'étape d'après, quoi. Et c'est dommage. Est-ce que vous pouvez lever la main dans le public si vous n'avez pas lancé un projet crypto en France à cause de la régulation, s'il vous plaît, ou arrêter un projet crypto en France à cause de la régulation? Là, je vois une main là-bas. Est-ce que quelqu'un veut venir en parler rapidement? Pourquoi il n'a pas continué son projet? Levez la main si c'est le cas. Moi, il y a une question encore plus intéressante, c'est est-ce que vous pouvez lever la main si le fait qu'une plateforme soit réellement régulée et affichée, c'est un critère qui est important pour vous dans le choix de la plateforme? Et je pense que là, on ne va pas avoir tant de mains que ça qui se lèvent par rapport à l'effort qui est demandé en face. Alors, quelqu'un qu'on ne connaît pas, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bienvenue, welcome. Merci. C'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble. Actuellement, on se connaît un petit peu, on a discuté, mais on n'avait jamais eu le plaisir de te recevoir. Bienvenue, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour, je m'appelle Arnaud Salomon, je suis le CEO d'une entreprise en Suisse qui s'appelle Mon Pèlerin, qui est un courtier. Et un gros big up pour Mon Pèlerin parce qu'ils font un taf de ouf aussi, et vraiment. Ouais, bah nous, en fait, l'histoire, elle est assez simple. On a, comme on est suisse, on a des contextes réglementaires un peu différents. Et à une époque, on tourne depuis très longtemps un club deal pour faire du rendement sur la DeFi. C'est quelque chose qu'on garde privé pour nous. Et puis, il y a eu une période où on s'est dit, tiens, on va
allez, on va offrir ce service à d'autres gens. Il se trouve qu'en Suisse, c'est impossible. En Suisse, le sujet d'offrir du rendement au grand public, il est uniquement limité aux banques et à ce qu'on appelle les maisons de titres. Voilà, il n'y a que eux qui ont le droit d'offrir du rendement. Tous les autres, donc il y a des licences fintech, etc., elles interdisent le fait d'offrir du rendement aux gens parce que c'est la chasse gardée des banques. Puis comme le pays est quand même très axé sur les banques, bah, forcément, ils essaient de conserver ça. Donc on s'est dit à l'époque, il y avait justement pas mal de sociétés en France qui offraient ces services de rendement. Et je ne sais plus quand c'était, ça devait être en 2018 peut-être. Et donc on s'est dit, bon bah ok, la France en plus à l'époque se présentait comme l'Estonie de l'Occident. La Blockchain Nation. La Blockchain Nation. Enfin, on s'est fait ape en fait, on s'est fait séduire. Donc on a monté une boîte, on a mis 125 000 € dedans, donc c'est pas énorme, mais quand même, tu vois, surtout pour l'époque, pour nous. Une somme, bien sûr. Et puis on a commencé le sujet, voilà, on est allé parler avec l'AMF, la CPR, on a engagé des avocats, on a mis tout le truc en place, etc. Et il se trouve qu'effectivement, c'était possible de faire du rendement en France, sauf que on a été un peu trop honnête dans la manière dont on présentait le truc, et il se trouve que dedans, on utilisait par exemple aussi bien des futurs, mais des futurs décentralisés, mais on utilisait bien des futurs. Et donc ils ont dit, oh là là, ça c'est du dérivé, alors là il faut une autre licence qui s'appelle le prestataire de services d'investissement, et puis peut-être qu'il n'y a pas une corrélation avec une troisième licence qu'il faut avoir. Enfin bref, donc il y a eu un moment où, et puis il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu quand même quelques drames, hein, il faut revenir. Juste après, peut-être 6 mois plus tard, il y a eu quelques drames qui sont arrivés, et puis du coup l'AMF a complètement changé. C'est quoi les drames, c'est-à-dire ? Il y a eu des pertes, je crois qu'il y avait eu des pertes, ok. Il y avait eu je ne sais plus qui c'était, mais il y avait eu 2-3 entreprises qui avaient perdu du capital. Enfin bref, mais après les gens, bah, forcément, ils achètent du rendement, donc forcément ils achètent aussi du risque, hein, donc c'est le sujet. Mais voilà, mais plutôt que d'essayer d'encadrer ça pour qu'il y ait de la disclosure, que les gens soient bien informés, ils ont vraiment vrillé, un peu shifté, et c'est là où bah, nous du coup on a dit bon bah vous avez fermé boutique, vous avez dit bon ouais, c'est perdu, c'est perdu. Ça faisait du sens pour nous la France en plus parce que tu vois on est en Suisse, mais on est en Suisse romande, on parle français. On va faire nos courses en France, on y va, en vrai, on y est juste à côté. On rappelle ce que vous faites rapidement avec Mon Pèlerin. Aujourd'hui, on est essentiellement un courtier. Donc, on fait de l'achat-vente de crypto. On est focus sur le self-custody only. Donc ça, c'est vraiment notre motto et notre philosophie. On refuse, quoi qu'il arrive, on nous a demandé 1 million de fois de faire de la custody. On refuse catégoriquement. On investit beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à l'éducation, énormément. Ça, c'est fait vraiment partie de nos assets. Yann, qui est dans la salle, fait un taf de ouf là-dedans. Salut Yann. Et voilà, donc ça, puis on essaie de mettre vraiment l'accent sur ces questions-là. Merci beaucoup Arnaud. Question pour toi, peut-être pour les Français, tu m'en veux pas. Est-ce que la France va dans le mur au niveau de l'entrepreneuriat? Allez, levez les mains si vous êtes d'accord avec ça. Oh, waouh. Oui. Est-ce qu'on peut me confirmer que ça filme là, ça filmait le public là? Il y a les 2 mains même devant. Thibaut, Romain? Non, mais en fait, j'aime vraiment passer ces questions parce qu'elles sont toutes orientées, notamment déjà sur la France, alors que la problématique aujourd'hui réglementaire, c'est Mika, c'est de l'Europe. Et toujours en mode, les gars, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est la merde et c'est négatif? Non, tu rigoles, on a eu plusieurs fois des 50-50, même des fois les gens n'étaient pas d'accord. Oui, d'accord, très bien. Mais c'est en fait, c'est une thématique ambiante sur laquelle on revient, médias indépendants ou non, médias de niche ou pas. Et ça me saule, en fait. La question, c'est qu'est-ce que tu reviens à la base, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Alors, et donc, comment je on ne peut parlerai faire pas pour arranger la d'entrepreneuriat situation, Romain Sec? Alors, non, mais tu me poses la question sur l'entrepreneuriat. La France est le premier investisseur dans les startups au monde. C'est-à-dire que, non mais, attends, en amorçage, c'est vrai. Je finis ma phrase. Je finis ma phrase. Massivement pour financer de la merde. Voilà, ok. Mais néanmoins, quand tu regardes, j'aimerais bien qu'on arrive à dissocier dans les chiffres du chômage, par exemple, le nombre de chômeurs effectivement de longue durée qui ont besoin de formation, versus le nombre d'anciens cadres qui profitent du chômage pendant 18 mois pour monter leur start-up qui va couler. Ou le nombre de gens qui sont financés par la BPI, ou le nombre de millions cramés par Vivatech, ou le CIR, ou le CICE. Donc, en fait, tu peux pas dire que tout est blanc ou tout est noir. La question, c'est, tu reviens à l'essentiel, c'est qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Oui, mais ça, c'était la suite. Sur cette question-là, je ne me prononcerai pas sur l'entrepreneuriat au global en France. Sur les cryptos, par contre, j'ai une vraie conviction, c'est qu'en fait, on s'est planté. Et quand je dis on, je pense qu'on a été surtout un peu naïfs dans l'écosystème, mais et encore une fois, je suis indépendant maintenant, je ne parle plus pour la société. Beaucoup que l'AMF voyait avec CoinHouse pour son agrément. Débrouillez-vous. Mais débrouillez-vous. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a dit « Ah, mais c'est difficile de se développer parce qu'il n'y a pas de régulation ». Et effectivement, ça avait du sens dans un pays et dans une Europe qui était pro-régulation. C'était logique. Mais quand, après des mois, des années de discussion, tu as une régulation, et qu'ils ont commencé à se dire « Ah ben cool, maintenant on peut réguler, on sait réguler », bah, ça allait trop vite pour les entreprises. Pile, ils gagnent, face, tu perds.
Et donc, soit tu n'as pas de régulation et tu peux pas te développer, soit tu en as, mais elle se développe tellement vite qu'il reste que, sur la liste des PSAN actuelle, effectivement, que quelques-uns qui ont les reins pour assumer la régulation et pas avec plaisir. Et ça, effectivement, c'est une vraie connerie. En France et en Europe, sauf que l'Europe a cet avantage qu'il y a plein de pays, et donc plein de pays ont des regards sur la réglementation qui sont un peu différentes, et qu'il y a une très belle île dans la Méditerranée qui, en ce moment, se fait plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu lancerais un projet crypto en France? Absolument pas. Ok, merci. Et pour moi, ça c'est clair. Enfin, c'est l'objet de ma réponse. Hein. Oui, non, mais Moi, si je peux rajouter, parce que c'est exactement ça. Aujourd'hui, un entrepreneur français qui a la chance d'être en Europe, donc d'avoir un marché unifié, pourquoi est-ce qu'en fait, il ne fait pas son arbitrage? Et il va ouvrir son truc en Pologne, il a le coût de la vie beaucoup moins cher, son compliance officer, tu divises par 3 Mais parce qu'on est fier d'être français aussi. Mais on peut être fier d'être français et désolé. puis arbitrer. Quand on est entrepreneur, on doit aussi faire des choix qui sont là d'un point de vue. Après, forcément, on a une philosophie derrière qui le soutient, mais en vrai, il y a quand même une super chance, en tout cas pour vous, c'est que vous avez un marché énorme. Nous, je vois. C'est vrai que toi, tu l'es pas. Oui. Nous, on est suisse, on est sur un tout petit marché. Maintenant qu'il y a Mika, ça nous limite sur beaucoup de sujets parce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire de la pub, on n'a pas le droit de payer un influenceur pour faire parler de nos services, on n'a même pas le droit d'avoir un stand à CryptoXer. On n'est même pas autorisé à avoir un stand ici. Vous n'êtes pas autorisé à avoir un... Et non, il faut être Mika. Enfin, faut être une société européenne régulée, une société étrangère qui n'a pas d'équivalence. Tu n'as même pas le droit. En fait, ils considèrent que c'est du démarchage actif sur le territoire français si tu as un stand ici. Et c'est pas qu'une question de Mika, c'est une question depuis le PSAN. Hein. Modulo, quelques écarts. Mais après, moi, je parle... reward, hein, en crypto, c'est ça. Hein. Tout bon trader connaît son RR, comme dirait CryptoPixou. Je sais pas s'il est là, mais... Mais je suis d'accord que la régulation est pas très bonne, mais moi, le problème que je vois, c'est que les États qui ont une mentalité très socialiste, et l'Europe en fait partie, font généralement, pour moi, toujours des régulations qui sont mauvaises, quoi. C'est-à-dire qui sont beaucoup trop grosses, beaucoup trop lourdes, beaucoup trop administratives. Et alors des fois elles viennent avec des avantages, mais franchement, en fait, c'est-à-dire j'y croyais pas du tout quand ils allaient faire leur régulation. Bon, Mika, ça a été fait n'importe comment évidemment, mais on peut parler de ce qu'on voulait lancer, Amy, très très rapidement. On peut en parler. Vas-y. Ah oui, vas-y. Pourquoi pas, vas-y. On a eu une idée de lancer un truc avec Amy. Je vais pas dire c'est quoi, on va pas s'étendre là-dessus. Bon, après j'ai surtout la flemme. Hein, on te connaît maintenant. On l'a pas fait. Pourquoi? Parce que on s'est dit la régulation, la France, ça va être trop compliqué. Et c'est dommage, en vrai, c'est un petit truc, ça aurait pu être sympathique. Mais vas-y, ouais, tu peux en parler, y a pas de problème. Je préfère pas. Mais on l'a pas fait, mais effectivement, parce qu'on s'est dit, c'est compliqué. Moi, je vois les copains, Coinhouse, Meria, ils galèrent. Je peux te poser une question, Thibaut? Par an, par année, ou sur 2024, la compliance, ça coûte combien à Meria? Sans donner de montant, c'est globalement un tiers des dépenses. Ouais. Un tiers des dépenses? Ouais. Chez Coinhouse, de ce que tu savais avant, il y a longtemps peut-être? Oui, ce sont des chiffres qui datent de 12 mois. C'était 15 à 20% effectivement Sur une année comme celle-ci, avec la mise en conformité de Mika, tu exploses un petit peu parce que tu dois réintégrer des trucs. Mais oui, on est dans ces ordres de grandeur-là. Pour uniquement du poste de dépense. Pas forcément, mais c'est quand même principalement du poste de dépense. Et il faut aussi, il y a un truc qui est un petit peu hypocrite là-dedans, c'est que pour une régulation européenne, on nous oblige à utiliser certains outils qu'on n'a pas été capable de développer en Europe. Donc on doit utiliser des outils américains pour une régulation européenne qui sont en situation de monopole et donc qu'il faut monter les prix, qui facturent les prix. C'est une folie. Donc tu es dans un cercle qui est quand même hyper compliqué. Alors maintenant, quand même, pour essayer de prendre un pas de recul sur qui on est vachement biaisé par nos visions respectives. Mais il y a un terrain de jeu qui est incroyable, c'est quand tu tombes pas dans la régulation, ou quand tu es dans la prestation de services non régulés, pour du réglementaire, pour de la compta, pour toutes ces choses-là. Tu fais du B2B SaaS dans des boîtes crypto pour résoudre leurs problèmes, en France et en Europe, tu as un marché de dingue. Et là-dessus, vas-y, fais de l'entrepreneuriat. Et là-dessus, je te réponds oui. Là, oui, un projet, je le lancerai, dès lors qu'il ne tombe pas dans le cadre de la régulation. Mais justement, il y a un truc qui est vachement intéressant là-dedans, de dire que les boîtes, elles passent... Beaucoup de boîtes, hein, vous n'êtes certainement pas la seule. Moi, j'ai bien vu quand on lançait des boîtes ou qu'on en avait, etc., que tu peux passer 20, 25%, 30% de ton budget à gérer la régulation, mais en fait, il faut voir que ces 30%, ils sont en plus des tonnes de taxes que tu payes, parce que tu payes des tonnes de taxes, tu dois payer une gestion comptable, en plus tu payes 30% pour gérer la régulation. Quand tu additionnes tout, ça fait un pourcentage de dingue du chiffre d'affaires de ta boîte qui part dans quelque chose de totalement non productif. Et c'est un des avantages qui fait qu'en fait, souvent on va comparer deux pays, on va dire « Ah, l'impôt sur les sociétés en France, ça va être 33% ou 30%, donc ça va versus Dubaï ou j'en sais rien. » Mais en fait, il faut que tu rajoutes
tout le coût réglementaire de ta boîte. Donc en fait, quelque part, tu as beaucoup plus que 30% de ton bénéfice. Puisqu'en fait, sur ton chiffre d'affaires, c'est hyper lourd quand tu mets 30%. Ouais. Parce que généralement, le bénéfice, ça va être 20% de ton chiffre d'affaires ou des choses comme ça. Donc ça fait un coût de malade pour les entreprises. Ouais, mais attention quand même, hein, parce que pareil, si on reprend la posture d'une entreprise comme Meria Coinhouse, qui du coup permet à ses clients de sécuriser leurs fonds à leur place, tu peux les retirer tes cryptos pour être en self custody, tu peux aussi les déléguer à Meria Coinhouse. Dans ces cas-là, moi je préfère bosser avec des boîtes qui sont régulées et qui doivent avoir un bon comptable pour savoir où est l'argent. Enfin ça, pour le coup, ça fait partie de la valeur du service. Et dans ce cas-là, je suis le premier à dire, bah oui, il faut que ces boîtes soient régulées parce qu'elles ont une responsabilité vis-à-vis de l'investisseur. Ouais, mais la compliance, ça embête les gens. Bah, c'est pas seulement un coût, c'est aussi un coût en Moi, je connais des avocats, ils d'opportunité. sont très contents qu'il y ait de la compliance. Oui, bah voilà, c'est eux qui sont enrichis évidemment. Mais la réalité, c'est que les clients comprennent pas toujours forcément quand le mec il a atteint certains seuils, qu'on lui demande de documenter l'origine des fonds. Je suis d'accord avec toi, mais pas de manière générale. Ça dépend à quel public tu t'adresses. Pour le coup, chez Coinhouse, on avait des appels proactifs de notre part auprès d'investisseurs qui ne sont pas forcément avertis, qui se font scammer. Moi, je préfère qu'on ait ce poids de régulation, de vérification pour aller dire aux gens, attention, c'est un scam, perdez pas votre argent. Ça me rendait plus fier à la limite, pas de faire d'argent, mais que la personne ne fasse pas son virement vers un scam, je sais pas où. Et oui, c'est un coût pur pour l'entreprise, mais en termes de valeur que tu délivres, dans nos responsabilités de plateforme où ils nous délèguent le custody, c'est légitime de l'avoir. Et effectivement, les gens qui sont les plus autonomes, ça les emmerde, ce que je peux comprendre. Mais là, il faut découper par public. Et on n'est pas sur des pays... regardons la démographie des pays, et j'ai fini les 12 secondes. On n'est pas sur des pays où massivement c'est une jeunesse éclairée tech. On est sur des pays vieillissants qui, sur ces nouvelles technologies-là, ont encore besoin d'être accompagnés. Je suis pas du tout d'accord que la régulation ait une garantie que ce soit mieux. En l'occurrence, Coinhouse, j'ai aucun doute. Clairement, c'est un acteur de qualité, etc. Il n'y a pas de problème. T'as des doutes chez nous Parce que Meria, t'as des doutes. Je connais des acteurs, oui, Meria certainement aussi, je les connais moins bien, c'est juste ce que je veux dire. Mais je connais plein d'acteurs qui sont éclatés au sol, qui ont été validés AMF, qui sont liste blanche, qui sont je suis d'accord avec toi. et qui sont dégueulasses. Et à la fois, il y a Ils ont plein été bloqués d'acteurs. après. Ils ont Le été patron- bloqués. liste Il y a noire, des qui sont acteurs machin. qui sont. Il y a des acteurs aujourd'hui qui sont sur liste noire, qui ont pour moi une infrastructure technique plus solide que des acteurs qui sont. Bien sûr. Et des fois, ils ont des proof of reserve, etc. Si tu veux, je vais pas commencer à faire une comparaison de tous les échanges et de toute la qualité du stockage. Mais honnêtement, malheureusement, je trouve que les lois telles qu'elles sont faites et les régulations ne garantissent pas du tout tellement plus la sécurité du consommateur. Alors bien sûr que les scams purs, ils sont en liste noire. Tu m'as dit que Mais c'était tu vois, du coup, je suis pas vraiment d'accord avec cette argumentation que d'avoir des tonnes de régulations et ainsi de suite, ça... surtout avec les régulations qu'on a. Voilà, donc c'est juste là-dessus que je voulais rebondir. J'ai une Même question si sur j'ai les- aucun doute sur la qualité de Coinhouse. Sur les régulations, après on ira. Pour info, il y a la Et soirée de qui continue Meria. après. Ah, mais de Meria aussi, voilà. J'ai une question d'une personne qui n'a pas voulu se dévoiler. Je peux comprendre pourquoi, on va la donner. Est-ce que pour vous, la France et l'Europe sont trop socialistes pour les cryptos? Pour les cryptos. Est-ce que cette personne peut définir ce qu'est pour elle le socialisme? Beaucoup trop socialiste Genre pour en tout. mode, Voilà, moi j'ai répondu. Amy? Beaucoup trop socialiste pour tout. Voilà, c'est mon opinion. Merci. Alors moi, vu de la Suisse, pareil. Hein. Pour, La Suisse, pareil. Non, pour nous, vu de la Suisse, la France apparaît comme un pays à limite communiste. On est d'accord, merci, les termes, voilà, les termes. Et vive la Suisse. On rappelle, en Suisse, il y a de très belles initiatives crypto aussi, Lugano notamment. Mais... Est-ce que vous rappelle- avez des questions, les amis? C'est maintenant qu'il faut venir. Si vous avez des questions, on va rallumer la musique dans quelques minutes. C'est quand même le premier pays du monde en termes de dépenses publiques et de poids de l'État par rapport au PIB GBP. C'est tout. Il y a Romain qui Devant souffle. Il y a Cuba. Romain qui souffle. Devant Alors, Cuba. je soupire de ouf. Déjà parce que le phénomène est moutonnier. D'autre part parce qu'on répète toujours ces mêmes phrases. Alors Mais qu'en il n'est fait, pas personne... moutonnier, là, j'ai donné un fait. C'est juste Non, une t'as pas, question non, t'as pas que- donné un fait parce qu'en fait, justement, on se répète ces mêmes phrases, mais en fait, quand tu parles du poids des dépenses publiques, tu parles sans doute des 52% de dépenses de l'État versus le PIB, qui est un chiffre qu'on se répète. On sait qu'il est faux parce qu'il y a du double comptage, que quand tu retrouves ce chiffre, en fait, t'es plutôt à 25%, ce qui te place en fait dans le tiers supérieur, mais après tous les pays du Nord. Donc en fait, c'est pas à nous de répondre à ça. Il y a des putains d'études. Si vous Des faites des putains recherches sur la d'études. crypto Oui, enfin, investir, si on suit les Attends, putains non, non, d'études, la non, non. BCE aussi, elle fait des Non, putains non, non, d'études non, sur ça, Bitcoin. ça, les trucs que je te Romain, donne, désolé. c'est de tous les organismes sont d'accord sur les chiffres qui sont publics. Si tu regardes GDP pourcentage et une percentage of mon tax, point est de tu vas dire. sur Wikipédia, tous les organismes sont à peu près d'accord. Après, oui, suivant comment tu mesures, tu peux mettre en troisième, tu peux mettre en deuxième, tu peux mettre en huitième. Alors, Ok, mais bon. Je vais préciser d'où vient mon énervement. Mon énervement n'est pas un énervement politique. On a le droit d'avoir ses idées, on est peut-être d'accord ou pas d'accord sur plein de trucs. Ça, je m'en fiche, c'est le droit de chaque citoyen et c'est très bien. En revanche, le fait de ne pas passer le temps nécessaire juste à aller regarder effectivement d'où viennent les sources pour savoir si c'est avéré, Ah bah, et c'est le avéré. fait d'avoir des débats de salon
sur des gens qui n'ont que des opinions sans avoir véritablement fait d'une expertise le travail sur ce sujet-là, je trouve que pour le coup, ça c'est un mal qui n'est pas que français. En 20 secondes si je tape sur mon téléphone. Ça n'a aucun sens. Donc, Si, c'est. et donc, ça a non du mais, sens. non, mais le message pour Benjamin, c'est Victor, prépare les questions. j'adore tes formats et le CryptoDrink, ça me fait marrer, mais on n'est que des opinions là sur ces sujets-là. On est Tu vois, on n'a pas d'expertise particulière. Donc quand je disais c'est le RMC de la crypto, c'est un peu ça. Si on veut travailler ce sujet-là, de savoir si effectivement il y a trop de dépenses publiques versus le PIB, si effectivement c'est un État qui peut être qualifié de socialiste, C'est pas la question. amenons des gens qui savent parler de ces sujets-là. Pour la crypto. Attends, je Moi, suis c'est pas désolé, pour le la chiffre crypto. que j'ai donné, c'est pas une opinion, c'est un chiffre. La plupart des organismes sont d'accord sur ces chiffres-là. Là, je suis pas Oui. du tout d'accord avec toi. On, Pas une opinion. on a c'est un raison, il va, chiffre, on va les tourner en organismes sont rond. d'accord Amy, avec. si tu veux, tu feras comme avec le dernier Crypto Drinks avec Benoît ou à la pizzeria, vous allumez et nous on vous regarde. Mais je disais quand même pour la crypto. Qu'on se le dise, la crypto aujourd'hui, ça a des images, notamment capitalistes. C'est pour ça qu'on en parlait. Bon les amis, je pense qu'on va devoir clore. N'oubliez pas, vous pouvez nous trouver sur la chaîne du Crypto Daily. Cette vidéo sera ressortie. On fait plein d'autres vidéos dans ce style-là. Waouh. Non, ça commence pas déjà. Je refuse. Oh, non, ça ne commence pas déjà. Je refuse, Flo. En tout cas, la musique commence. Vous pouvez y aller. Et encore un gros big up à Maxime et à CryptoSer et à Polkadot et à tous les sponsors. Merci à tous. Franchement, c'est super. L'event est top. Et on adore. Et on sera encore là l'an prochain et l'an d'après.